Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et aujourd'hui on va parler du tome 3 de Castelville-Lurquin, le pacte d'Indigo de Nathalie Puyard-Chalon aux éditions du Panthéon. Donc dans ce troisième tome-ci, on se retrouve dans quelques années plus tard après les tomes 2 justement du Castelville-Lurquin, Ange du Lac. Nicolas et Marc sont au lycée. Il y en a un qui est donc au lycée à Édimbourg et l'autre est au lycée Henri IV à Paris. Et à Castelville-Lurquin, donc évidemment Juliette est un peu plus grande. Elle est à l'école, toujours je crois au collège qui est pas loin de Villurquin, a décidé de faire un petit mauvais coup un peu à Alan, son père, et sa belle-mère, donc Margot, donc les deux s'étaient mariés dans le tome 2, pour ceux qui ont eu le tome 2. Et donc en fait elle décide d'aller se rendre en Écosse pour aller voir son frère Marc. Sauf que en fait l'été d'avant, Juliette et son amie Noémie en fait avaient été parties en vacances en Angleterre, avaient rencontré deux beaux garçons qui sont devenus leurs petits amis. Et en fait justement Juliette elle voulait aller voir son petit ami à Édimbourg. Et après elle devait aller voir son frère Marc. Sauf que Juliette se retrouve à être enlevée. Et en même temps, il y a pas mal d'événements, enfin un gros événement qui est que les oiseaux, notamment des corbeaux, je crois, surtout des oiseaux, ont un comportement plus qu'étrange, et voire même très étrange. Genre ils attaquent les humains, les avions et tout. Alan, accompagné de Nicolas, et Noémie va rejoindre justement Marc en Écosse pour essayer de retrouver Juliette. Et évidemment, à Villurquin, il se passe aussi d'autres petits événements externes également. Et de fil en aiguille, le groupe d'Alan va se retrouver à voyager à travers le monde pour justement résoudre cette étrange affaire liée à l'enlèvement de Juliette et au comportement de ces soi-disant animaux. Je sais que le résumé ne fait pas vendre, je vous conseille vraiment de lire le résumé, que je pense que je vais vous mettre là, affiché là à l'écran, tout simplement. Je vais essayer de retrouver, de faire vous en un encart où justement il y a le résumé. Je pense que vous n'hésitez pas à faire pause pour le lire. Mais en tout cas, ce livre, je l'ai tout de suite lu en ayant fini le tome 2. Le tome 4, j'ai commencé à lire, il faudra que je pense à le terminer. J'ai commencé, j'ai dû lire, je crois, le premier chapitre. Mais il faut que je pense à le lire parce que franchement, là, c'était super chouette pour ce coup-là. Tous les petits post-it qui sont ici, c'est normal. L'auteur a mis pas mal de citations, je trouve très inspirantes. Elle a commencé pas mal de chapitres par des citations. Je crois qu'elle a pas fait dans le tome précédent. Mais je trouve ça hyper intéressant. Il y a vraiment des... Je dirais pas qu'elles sont toutes inspirantes, mais elles le sont pas mal pour la majorité. Mais en tout cas, j'ai pas pu m'empêcher de lire ce tome-là directement le tome 2 parce que, ayant adoré les deux premiers tomes, qui étaient dans le même volume, je vous rappelle, il fallait tout de suite que je lise celui-ci. Pour ceux qui auraient oublié, il y a évidemment mon avis en barre d'infos. En tout cas, mis les deux vidéos sur le tome 1 et le tome 2 en barre d'infos pour ceux qui auraient oublié. Je n'ai donc pas pu m'empêcher d'enchaîner donc avec celui-ci. Alors, je ne sais pas ce que la famille Devon a fait au bon Dieu, mais c'est sûr qu'avec eux, on s'ennuie pas un seul instant. Je crois qu'il leur arrivait tellement de péripéties que c'est ce qui a fait évoluer le personnage d'Alan. Entre le tout début du premier tome et ce tome-ci, je crois que pour moi, Alan, c'est celui-là qui a le plus évolué. Tous les personnages doivent évoluer en un sens, hein, que ce soit Alan, Margot, Marc, Juliette, j'allais dire Juliette, non mais Juliette, parce qu'on est en France, on va dire, Louison, ils sont tous évolués, mais je crois qu'Alan est celui qui a vraiment eu une évolution plus. On parle d'un gars qui est comme scientifique, quand même à la base, qui a un esprit scientifique, qui a un esprit critique, pour qui le paranormal, c'est pas normal, justement, c'est tout a une explication. Et donc, l'équation paranormale n'est pas censée exister. Là, Alan, il a su un peu s'imprégner de ce côté de ce qui s'est vécu en disant, mais en fait, finalement, oui, il y a des choses qui ont une raison, une logique. Il a su garder cet esprit scientifique qui fait son métier, mais qui en effet a appris à vivre avec qu'en fait, sa famille a dû lui arriver pas mal de choses. Et encore là, on le voit, même si Juliette, elle est restée à Édimbourg, malgré que le groupe d'Alan continue à voyager dans le monde, pour des raisons qui ont fait que ils étaient obligés de voyager dans le monde. Voilà, je vous dis, il y a du paranormal chez moi, on le voit là à l'instant, vous venez de le voir à l'instant. Tout simplement. Mais au fil du temps, au fil du roman, on est comme Alan, on a appris à se dire que oui,
il leur arrive des trucs, bien malgré eux. Mais ils s'en sortent toujours. C'est ce qui fait qu'on se reconnaît un peu dans Louison, de toujours s'inquiéter, à se dire, à se faire sans d'encre, ce qui est tout à fait normal, mais se dire, ah, finalement ça se finit bien. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'avais eu des interrogations au tome 1, c'est par exemple pourquoi, je sais plus ce qui était mes interrogations, mais on se dit pourquoi la famille d'Evan, ça leur tombe dessus, et en fait, on apprend vraiment dans ce roman ce qui est davantage, ce qui est vraiment chouette. Pourquoi, par exemple, pourquoi il y avait un chinois qui est allé vivre à Villorca, machin. Alors on a vraiment des indications dans ce roman-là, etc. Je sais plus quelle c'était ma interrogation pour le coup. Mais en tout cas, on a vraiment des... On se rend compte que oui, la famille d'Evan, c'est pas plus qu'une famille ordinaire. Il y a vraiment un lien qui a été introduit dans le tome précédent, qui est vraiment un peu plus clair dans celui-ci. Donc ce qui est plutôt pas mal. Je vous fais cette vidéo, je vous dis, ça fait 2 mois que j'ai fini le roman. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on a des nouvelles questions à la fin. Mais à la fin de ce tome 3, on a quand même de nouvelles questions. Je pense qu'ils sont peut-être résolues dans le tome 4. Et j'espère. Parce qu'en effet, c'est vrai qu'on a des questions qui ont été répondues dans ce tome-ci. Mais à la fin, on se retrouve avec des nouvelles questions. Parce que le roman se termine d'une manière qui fait qu'on se retrouve avec des questions. La famille Devon a acquis quelque chose. Je vous dis pas quoi, je vous laisse découvrir. Et ils ont acquis un truc que certaines personnes de la famille Devon, dont une en particulier, n'a pas le droit de toucher. Malheureusement, ça arrive. Et en fait, pourquoi elle devait pas pourquoi cette personne-là au sein de la famille Devon n'avait pas le droit de toucher ce que la famille Devon avait acquis justement à la fin du roman. On se trouve forcément des bonnes questions. Est-ce qu'on les aura dans le tome 4? Je pense sûrement que ça va arriver. J'ai beaucoup aimé la référence aux oiseaux d'Hitchcock. Je crois que c'était mentionné 1 ou 2 fois. J'ai jamais vu ce film-là d'Hitchcock. Dites-moi si ça vaut le coup de le voir, franchement. Je pense peut-être le voir un jour quand j'en aurai l'occasion, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cette référence-là, cette allusion-là, apparemment par rapport au fait que des oiseaux se déchaînent. Est-ce que ça vaut le coup de jouer les films pour mieux comprendre la référence? Dites-le moi. À la fin du roman, on a le voyage de Nicolas, parce que Nicolas était dans le groupe d'Alan, et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un point de vue à la première personne de l'histoire, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, là on a beaucoup un point de vue extérieur de l'histoire, ou à un moment où on avait plus le point de vue d'Alan en fait, surtout aussi. Mais là vraiment on a un point de vue à la première personne comme eux le vivent, avec des dessins et tout. C'était chouette. Et en parlant de dessin, il y en avait dans le roman. Pas toutes les pages non plus, mais on a des très belles illustrations, comme ici. Il y en a 2 sur la même page, donc par exemple ici un portrait d'Alan, ici un portrait de Villorquin. Il y en a un petit peu à quelques endroits, pour, je pense ça aide un petit peu à illustrer. Ça m'enlève de vous ressentir une autre là, et j'en ai vu un, ça va vous spoiler le livre. Mais par exemple, j'ai bien aimé au début, par exemple, les illustrations avec le téléphone. C'était pas plutôt pareil, il n'y en a pas tout le temps. Il y en a genre une dizaine à tout casser, par exemple, comme là, une des Dabours, parce que je parlais d'Edimbourg. C'est vachement hyper bien fait, parce que ça apporte un petit plus dans le sens où, pour certains trucs, ça permet, je dirais pas une meilleure visualisation, mais ça apporte un petit plus. Et ouais, c'est hyper top. Donc il y a les fameux carnets. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Franchement, par rapport au tome précédent, il y a eu de l'évolution. Et en parlant d'évolution, il y avait un truc que je m'étais plaint dans le tome 2, qui est qu'à un moment, au sein d'un même chapitre, on passe d'un personnage à un autre sans réelle introduction, si je peux me permettre. C'est vrai que ça n'avait pas trop gâché la lecture. Mais ici, dès le début du chapitre, on sait avec qui on est, et s'il y a eu du changement justement, au sein même d'un chapitre, on a un saut de paragraphe, un peu d'espace, le nom du personnage, un peu d'espace. Ça c'est bien. Bon, il y en a eu moins des sauts de changement de personnage dans le sein même des chapitres, mais dès le début, on sait tout de suite avec qui on est. Je pense que ça va te permettre de meilleure... ça va permettre vraiment de meilleure fluidité, de meilleure compréhension. Mais en tout cas, j'ai énormément aimé cette évolution-là, et vraiment, ça a été un réel plus. J'ai lu ce livre-là quand il faisait hyper beau temps. Je voulais vraiment profiter qu'on avait du beau temps là en août pour le tome 4, où je l'avais pas fait. Mais j'ai l'intention quand même de lire le tome 4 très prochainement. Mais en tout cas, ce tome 3, je le trouve bien en termes de continuité des 2 tomes précédents. Donc vraiment, si vous aimez Castle Everca, je pense, je sais pas que c'est une valeur sûre, mais si vous avez lu les 2 premiers tomes, notamment le premier, et que vous continuez la série, bah n'hésitez pas à prendre le tome 3 en tout cas, quand vous avez la possibilité, parce qu'autrement ça vaut vraiment le coup. Et en tout cas, c'est vraiment, je pense, une saga que je recommanderais à pas mal de personnes en tout cas.
ma chronique sur le tome 3 de Castlevania, donc le pacte d'Indigo, est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et de me dire si ça vous tente ou pas. Et sur ce, moi je vous dis donc à la prochaine.